Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et dans cet épisode, je vous parle de la photographie pure. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Sur le pont supérieur, un jeune homme avec un chapeau de paille regardait par-dessus le parapet. Le chapeau avait une forme ronde. Il observait les hommes, les femmes et les enfants qui se trouvaient sur le pont inférieur. L'ensemble de cette scène me fascinait. Je n'avais qu'un porte-plaque et une plaque vierge. Arriverais-je à fixer ce que je voyais, ce que je ressentais ? D'une certaine façon, cette photographie irait plus loin, car ce serait une image fondée sur des rapports de forme et sur le sentiment humain le plus profond. Une étape dans ma propre évolution, une découverte spontanée. C'est ainsi qu'Alfred Stieglitz décrit avec précision la naissance de la toute première photographie dite pure du courant moderniste. Elle s'intitule The Steerage, en français l'entrepont, et est réalisée en 1907 à bord du paquebot transatlantique Kaiser Wilhelm II. Et bien qu'à la lecture de ces mots, nous pouvons ressentir l'émotion vécue par le photographe face à cette scène mythique, c'est uniquement en rendant la photographie publique en 1910 qu'Alfred Stieglitz en saisit toute sa portée. L'Europe et les États-Unis connaissent alors l'apogée du pictorialisme, un mouvement de photographie dite artistique, traitant de sujets picturaux classiques et manipulant l'image par le recadrage et la retouche intensive. Alors quelle n'est pas la surprise de ses adeptes quand leur chef de file, Alfred Stieglitz, dévoile cette photographie. Sublime certes, mais surtout profondément sociale et réaliste. Dans cette image verticale non recadrée, le spectateur est littéralement confronté à une disparité des classes sociales. Sur le pont supérieur, une population aisée à majorité masculine domine sans les regarder des femmes et des enfants démunis. Ces derniers sont accaparés par des tâches ménagères sur l'entrepont. Des vêtements sont notamment étendus pour sécher à l'air libre. Tout dans cette photographie divise les classes. L'ordre règne sur le pont supérieur, tandis que vit le désordre à ses pieds. Le style vestimentaire ainsi que la posture droite et stoïque de la classe aisée contraste avec le dos courbé et les vêtements déguenillés des plus démunis. Un homme, au centre du pont supérieur, attire notre regard. Il est coiffé d'un canotier blanc, révélant une tache au centre de l'image. Il est le seul à observer cet entrepont chaotique. C'est grâce à lui que notre regard suit la ligne de fuite, franchit la passerelle centrale et observe ces deux ensembles humains que tout oppose. The Steerage intensifie l'intérêt de son créateur pour le courant moderniste en pleine émergence. Et c'est dans les années 1910 qu'Alfred Stieglitz rompt avec le pictorialisme en revendiquant une photographie pure de par sa spontanéité, sa netteté et son détail. Mais attention, il n'est pas question pour le photographe de passer outre l'esthétisme, car bien que le point d'honneur soit mis sur la quasi-brutalité de l'image, il est tout aussi important de veiller à son cadrage, sa composition, son équilibre et la gestion des contrastes. C'est à cette période qu'Alfred Stieglitz fait la rencontre d'un jeune apprenti dans sa galerie new-yorkaise. Introduit par Lewis Hine, un photographe social axant son travail sur l'arrivée des migrants à Ellis Island, le garçon est âgé de seulement 17 ans. Il s'appelle Paul Strand et montre un fort intérêt pour la diversité des manières de photographier. C'est pourquoi Alfred Stieglitz l'intègre au cercle pictorialiste américain, afin de lui faire découvrir d'autres regards sur le monde.
Par la même occasion, Paul fait la découverte du modernisme et de la photographie pure pratiquée par Alfred Stieglitz. Désormais, Paul Strand sait ce qu'il veut faire de son avenir. Photographier. Par l'influence documentaire de son mentor et artistique du groupe pictorialiste, le jeune apprenti développe sa propre pensée, empreinte d'esthétisme, d'humanisme et de morale sociale. En 1915, Paul Strand produit son premier travail singulier. Les sujets sont divers, portraits, paysages, architecture et nature morte. Mais tous sont traités par le même regard direct, frontal du photographe. Alfred Stieglitz encourage son travail et lui accorde une exposition individuelle en 1916, dans la galerie pictorialiste du 291. Cette dernière reçoit une telle ovation que Stieglitz dédie les 2 derniers numéros de sa revue photographique Camera Works au jeune prodige. Grâce à la mise en avant inédite de ces photographies, une nouvelle ère du médium s'impose dans le courant moderniste. Elle peut être résumée sous 3 formes et illustrée par 3 images de Paul Strand. Sa photographie, intitulée Wall Street, prise en 1915, représente parfaitement la caractéristique formaliste du nouveau mouvement. Comme son nom l'indique, l'image présente une vue de l'avenue mythique, prise tôt le matin en heure de pointe depuis le haut des marches du Federal Hall de New York. Ce monument en marbre blanc, symbole du pouvoir financier et considéré comme la zone immobilière la plus chère de la ville, remplit les 2 tiers hauts de l'image. Dans le tiers restant, des silhouettes humaines sont projetées sur la façade du bâtiment. Par ce jeu de lignes et de formes, cette photographie est aujourd'hui considérée comme l'une des icônes de la photographie pure. Paul Strand a dit vouloir y capturer une sorte de mouvement, à la fois abstraite et contrôlée. Une démarche consciente, volontaire et novatrice de traiter les interactions sociales au sein des sociétés modernes avec une esthétique travaillée et soignée. Vient ensuite Porch Shadow de 1916 qui relève cette fois-ci de la caractéristique abstraite du mouvement. À l'aide de jeux d'ombre, de lumière et d'un cadrage serré, Paul Strand pratique littéralement la photo graphique, créant un amas de formes uniquement abstraites. Enfin, avec sa photographie Blind Woman en 1916, Paul Strand pratique un thème jusque-là très rare dans l'histoire du médium. Il est ici question du sujet social. Le photographe commence alors à photographier dans les rues, caché de la vue de tous pour capturer la véritable vie sans artifice ni pose. Comme Paul Strand, un nombre grandissant de photographes originaires du mouvement pictorialiste commencent à chercher une nouvelle manière de pratiquer leur art tout en étant raccord avec la société. Et pour cause, l'heure n'est plus à la photographie picturale, trop déconnectée de la réalité qui s'abat sur le monde. La Première Guerre mondiale sévit sur l'Europe, des familles sont endeuillées, des hommes rentrent du front traumatisés et la population découvre des images choquantes dans la presse, dévoilant des champs de cadavres, des villes détruites et des gueules cassées. La rupture avec l'art n'est qu'on ne peut plus claire. Le monde est brisé à jamais. Suite de cette période traumatisante, des photographes en masse capturent la vie en société. Commence donc à s'inscrire dans l'histoire la photographie documentaire. Aux États-Unis, des héritiers de l'esthétisme pictural photographique saisissent notamment le potentiel du médium à devenir le pont entre art et société. Se joignent donc à Paul Strand des photographes tels que Berenice Abbott, Ansel Adams, Imogen Cunningham et Edward Weston. Un autre événement historique vient jouer un rôle notable dans l'évolution de ce mouvement photographique. Il s'agit de la crise de 1929, le fameux crash boursier qui plonge la population américaine dans la Grande Dépression. Ce désordre économique et social n'en épargne pas les photographes, qui sont plongés comme des milliers d'Américains dans une vie à l'avenir incertain. Face à ces inquiétudes s'imposent les 3 États côtiers de l'Ouest américain, l'Oregon, la Californie et l'État de Washington. Ces derniers sont moins touchés par la crise économique, le chômage et les tempêtes de sable qui sévissent dans les terres. C'est donc tout naturellement qu'une grande partie des photographes suivent le flux migratoire et s'installent dans la zone la moins touchée des États-Unis, le nord de la Californie. Et autant dire que sur la côte ouest, le travail pour les photographes ne manque pas. Cette terre, idéalisée comme un lieu de paix et d'espérance, n'est pas encore illustrée. Et pour répondre à la demande des Américains, les photographes se consacrent quasi exclusivement à la production d'images du paysage ouest-américain. Désormais, c'est là-bas que se développe la photographie pure et que s'y révèle une conviction commune.
La photographie peut avoir un réel impact positif sur les consciences collectives et influencer les réformes sociales tout en conservant une beauté esthétique qui lui est propre. Cette conviction est d'autant plus encouragée en 1925 par la commercialisation d'un nouveau boîtier, le Leica 1. Et pour cause, ce nouvel appareil photo est une réelle révolution pour l'époque. Le boîtier est tout particulièrement petit et léger, pouvant être transporté partout dans une simple poche de manteau. Le photographe peut capturer son image en regardant dans un viseur grâce à l'utilisation d'un obturateur à rideau. Et enfin, les photographies se prennent avec une pellicule 35 mm, jusque-là réservée au cinéma. Les pellicules sont donc petites, légères, facilement transportables et permettent de prendre 36 photographies entre chaque recharge, au lieu d'une seule. Le Leica 1 offre ainsi une liberté spontanée inédite dans l'acte de prise de vue, ce qui explique l'engouement immédiat des adeptes de la photographie pure pour ce boîtier. C'est dans cette lancée d'innovation que s'inscrit également une nouvelle révolution technique dans les années 30. Les photographes Ansel Adams et Fred Archer, tous deux enseignants à la Art Center School de Los Angeles, inventent le Zone System, un système de codification des différentes valeurs de noir, de gris et de blanc. Cette toute première méthodologie standardisée permet enfin de planifier l'exposition d'une photographie et d'anticiper le rendu du tirage. Cette invention est alors très prisée par les photographes, car elle permet de gagner davantage de maîtrise sur sa prise de vue. Ce sont l'ensemble de ces événements historiques et de ces innovations techniques qui poussent le mouvement de la photographie pure à se développer rapidement après 1935 en Californie. Toutes les conditions sont enfin réunies pour que cette conviction commune atteigne son apogée et révolutionne à jamais notre manière de photographier. Parmi ceux qui adhèrent à la photographie pure se démarquent très rapidement 3 photographes dans la région nord de l'État de Californie. Tout d'abord, Imogen Cunningham en 1925 avec sa célèbre photographie intitulée Magnolia Blossom. Une image qui incarne à elle seule la nature comme œuvre d'art. La fleur est inclinée vers l'avant, ses pétales sont éclairés par une lumière douce, révélant une texture qui transcende le papier, donnant presque l'impression de pouvoir saisir le sujet par nos propres mains. Vient ensuite Edward Weston en 1927 avec une série de natures mortes. Il paraît des coquillages, des légumes et surtout des poivrons. Et bien que ce légume puisse nous paraître banal et anodin au premier abord, le photographe y révèle une corporalité, transformant le simple légume en une personnification de la musculature humaine. Là aussi, à la suite d'Imogen Cunningham, Edward Weston utilise une netteté et un détail qui fait transparaître toute la texture de son sujet. Puis, la même année que ce dernier, se fait remarquer Ansel Adams grâce à ses photographies intitulées Monolith et qui présentent la face ouest du Half Dome à Yosemite. Encore une fois, cette image impressionne par sa netteté, sa texture sans pareille, qui plonge littéralement le spectateur dans le parc national californien. Tous trois tissent des liens entre eux et commencent à élargir leur cercle en faisant la rencontre d'autres photographes de la côte, adhérant à leur démarche. John Paul Edward, Sonia Noskovac, Henry Swift et Willard Van Dyke. C'est d'ailleurs ce dernier qui crée le quartier général du groupe, en ouvrant une petite galerie de photographie dans sa maison au 683 Buckhurst à Auckland. Il l'appelle la Galerie 683, une façon bien à lui de faire un pied de nez à la galerie photosécessionniste new-yorkaise de Stieglitz, nommée le 291. Le 683 accueille les photographes puristes de la côte ouest, mais aussi leurs expositions et des fêtes privées. C'est notamment lors de l'une d'entre elles, en 1932, qu'Ansel Adams, Imogen Cunningham et Edward Weston décident de fonder un groupe à part entière, promouvant une photographie encore plus photographique par ses détails et sa profondeur. Et quoi de mieux pour officialiser cette union qu'une exposition ? Elle a lieu le 15 novembre 1932 au Young Memorial Museum de San Francisco. Les 7 photographes du petit cercle d'amis californiens y exposent 80 photographies durant 6 semaines. Et c'est face à la grande foule présente lors du vernissage qu'est officiellement divulgué le nom du collectif, le groupe F64. F64 étant la plus petite ouverture possible d'un appareil photo grand format, permettant une netteté et une qualité d'image inégalables.
Lors de la lecture de leur manifeste, le public découvre les points majeurs auxquels s'engage chaque membre du groupe. Parmi ceux-ci, la photographie pure se définit comme ne possédant aucune qualité de technique, de composition ou d'idée dérivée d'une autre forme d'art. Les membres du groupe F64 estiment que la photographie, en tant que forme d'art, doit se développer selon des lignes définies par les actualités et les limites du médium photographique, et doit toujours rester indépendante des convictions idéologiques de l'art et de l'esthétique, qui rappellent une époque et culture antérieure à la croissance du milieu lui-même. le groupe F64, alors composé de 7 photographes, s'élargit par la suite au nombre de 11, en intégrant Alma Lavenson, Preston Holder, Consuelo Kanaga et le fils d'Edward Weston, Brett Weston. Durant 2 années, leurs images seront exposées dans les 3 États de la côte ouest, Washington, l'Oregon et la Californie. Pour le groupe F64, la photographie surpasse l'œil humain, en sa capacité à montrer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire sans préjugés personnels. Pour célébrer cette vision du médium, les membres sont encouragés à utiliser un boîtier grand format, permettant l'utilisation de la focale 64. En ressort des images contrastées, sans grains et extrêmement détaillées. Parmi les sujets de prédilection des membres du groupe, nous retrouvons des nus, des paysages naturels et industriels, ainsi que de la nature morte. Des thèmes reliés entre eux, car traités de manière à transcrire les caractéristiques exactes de formes réelles, comme l'analyse l'historienne de la photographie Naomi Rosenblum. La photographie du groupe F64 est centrée sur ce qui les entourait dans une telle abondance. Le paysage, la croissance organique florissante et la vie rurale encore viable. Poteaux de clôture, toits de grange et instruments de ferme rouillés. Ils ont traité ces sujets avec le même examen minutieux que les loquets et les hauts fourneaux de l'Est. Désormais, les photographes ne se positionnent plus en artistes, mais assument pleinement leur rôle de cadreur, sélectionnant ce que le spectateur doit voir. C'est dans cette visée que les 3 photographes cofondateurs du groupe F64 vont faire évoluer leur production. Tout d'abord, Ansel Adams, un passionné d'alpinisme proche de la nature qui se passionne comme un défenseur de la préservation des espaces naturels. En cofondant le groupe F64, le photographe consacre son travail aux parcs nationaux américains, y dévoilant avec la plus grande précision les plus infimes détails de la nature. C'est grâce à la pureté de ses prises de vue qu'il suscite l'engouement du grand public pour l'écologie et incite le gouvernement à protéger de nouveaux espaces. Au total, Ansel Adams constituera tout au long de sa carrière 24 albums consacrés à la nature. Qui saurait définir l'ambiance des lieux sauvages, les significations de la nature dans des domaines qui n'ont pas de fonction utilitaire. C'est là qu'on découvre un univers dont l'expérience dépasse le monde de l'homme agressif, de l'histoire, de la science. Les ambiances et les caractéristiques de la nature sont tout aussi difficiles à définir que les trésors d'un chef-d'œuvre artistique. Ce n'est que dans les profondeurs de la perception spirituelle qu'on peut espérer les atteindre. Ansel Adams. Vient ensuite Imogen Cunningham. Dans les années 1930, la photographe produit des portraits de célébrités, au naturel et sans retouche, ce qui l'amène à cofonder le groupe avec les 2 hommes. Durant cette période, Imogen Cunningham continue à produire des portraits avec James Cagney, Charles Griffin Farr, Cary Grant, Frida Kahlo, Helen Mayer, Marianne Simpson, Gertrude Stein et Spencer Tracy, tout en poursuivant sa série de natures mortes consacrée majoritairement aux plantes. Je n'ai aucune ambition, et je n'en ai jamais eu, de devenir reporter. C'est un autre métier. Je continue de penser que ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est son rapport à l'esthétique, et le fait qu'il devrait y avoir un peu de beauté dans chaque chose. Imogen Cunningham. Puis vient Edward Weston. Pictorialiste d'origine, il développe peu à peu un sérieux intérêt pour la photographie réaliste en réalisant sa série de natures mortes mentionnée plus tôt. C'est ainsi qu'il devient à son tour cofondateur du groupe F64. Son regard se dirige désormais sur les paysages de l'Ouest américain et ses habitants, créant à lui seul une photographie moderne typiquement californienne. De ses photographies les plus célèbres de cette époque se démarquent les prises de vue d'arbres et de rochers. L'appareil photo devrait être utilisé pour un enregistrement de la vie,
pour rendre la substance même et la quintessence de la chose elle-même, qu'il s'agisse d'acier poli ou de chair palpitante. Edward Weston. Le temps passant, le groupe gagne en notoriété. Il enchaîne les expositions, ouvre des galeries à San Francisco et à Oakland, mène des ateliers, publie des photographies et articles dans des magazines. Mais en 1934, les effets de la Grande Dépression se font sentir dans toute la Californie. Le groupe F64 rencontre de réelles difficultés financières et s'interroge sur l'avenir de leur art en ce temps de crise. L'année qui suit, les photographes se dispersent. Le père et le fils Weston déménagent à Santa Barbara et Willard Van Dyke quitte la côte ouest pour s'installer à New York. Des départs qui signent la dissolution du groupe F64 à la fin de l'année 35. Des photographes les plus impliqués dans l'héritage du groupe F64 se démarque Ansel Adams. 5 années après la dissolution du collectif en 1940, il contribue à la création du premier département photographique du MoMA de New York, permettant de reconnaître l'impact de la photographie pure sur l'évolution du médium en tant qu'art. En 1952, le photographe est à l'initiative de l'Aperture Foundation, cofondée avec Melton Ferris, Dorothea Lange, Ernest Louis, Barbara Morgan, Nancy et Beaumont Newell, Dodie Warren et Minor White. Première en son genre, cette institution artistique est considérée comme un forum, c'est-à-dire un lieu de rencontre et d'échange autour de la photographie d'art. Parmi ses nombreuses fonctions, la Fondation est notamment une maison d'édition et qui se spécialise dans la partition de livres photographiques et la production d'un magazine éponyme. Son premier numéro est publié dès le printemps 1952 à San Francisco et continue encore à paraître aujourd'hui dans le monde entier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.